À Voilà. vous entendre, vous allez faire donc une réforme de la Constitution si jamais vous devenez président et donc refaire à nouveau cet exercice de tout remettre à plat et peut-être vous tailler vous aussi une Constitution sur mesure. Non, je vous assure, hein. Je vous ai dit, le syndicaliste revient d'une école qui est différente de toutes les autres écoles. C'est l'école où le jeu est derrière et les autres sont devant. Je ne taillerai jamais une constitution à ma mesure. C'est impossible. Quand on sait combien coûte une campagne présidentielle en République gabonaise, comment vous êtes-vous organisé pour justement ne pas faire que de la figuration à cette élection et d'avoir vraiment les moyens de pouvoir battre campagne? Ah oui, très, très, très bonne question. L'argent, c'est le nerf de tout. Sans argent, on n'y peut rien. Nous allons, dès ce soir ou demain, lancer une souscription. On va faire une levée de fonds auprès des Gabonais pour dire donnez ce que vous pouvez. Ouais. La République gabonaise va clôturer la transition militaire par une élection présidentielle le 12 avril 2025. Sur votre chaîne SW Décrypte, nous avons souhaité donner la parole à tous les candidats afin de comprendre les motivations de leur candidature et surtout les enjeux. Nous accueillons aujourd'hui M. Jean-Rémy Yama, figure emblématique du syndicalisme gabonais, leader de Dynamique Unitaire. Il a marqué les années du régime Ali Bongo en menant des combats syndicaux majeurs. Souvent au prix de représailles, aujourd'hui il franchit une nouvelle étape en se lançant officiellement en politique. Monsieur Jean-Rémy Yama, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir répondu à notre invitation. c'est moi qui vous remercie. Pour vous faire un petit topo de notre entretien, ça va se passer en trois gros blocs. On va parler de votre parcours, de votre engagement syndicaliste. On va parler des difficultés que vous avez pu rencontrer du fait des choix que vous avez eu à faire tout au long de votre carrière. Et enfin, de votre engagement politique. Donc si ça vous va, c'est comme ça que nous procéderions. C'est parfait. Pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, est-il possible que vous puissiez vous présenter en quelques mots pour commencer? En version courte, Jean-Rémy Yama, je suis enseignant-chercheur à l'Université des sciences et techniques de Massoukou, au département de physique. Je suis sénateur de transition, ancien syndicaliste, enfin ancien président, mais toujours syndicaliste, puisque rien ne m'interdit d'être affilié à un syndicat. Mhm. Voilà, je suis un Gabonais normal avec tout ce que j'ai connu. Sauf si vous voulez que j'ajoute autre chose, mais Si en pour... gros, pour En l'instant, gros, c'est cela. c'est ça. D'accord. Voilà. Vous avez marqué l'histoire du syndicalisme en créant justement Dynamique Unitaire, un conglomérat, plusieurs syndicats. Comment avez-vous fait pour pouvoir structurer ce mouvement et surtout de l'avoir agrégé autour de vous? Quand on sait par exemple que dans le syndicalisme, il y a beaucoup de fortes têtes, comment est-ce que ça a pu être possible? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour que ça puisse voir le jour? Bon, déjà, merci. Avant Dynamique Inter, c'est le SNEC, hein, le Mhm. Syndicat national des enseignants-chercheurs, mon syndicat de base. Et nous avons longtemps mené des combats syndicaux, mes aînés, depuis les années 91. J'ai pris la relève en 2000. J'ai constaté que, en fait, chaque organisation syndicale agissait de façon sectorielle. Et lorsque nous avons été convoqué au dialogue social d'Angongé en 2000, fin 2014, nous avons trouvé vraiment nécessaire l'organisation d'une grande centrale syndicale avec toutes les organisations pour qu'on parle d'une seule voix, mais surtout pour qu'on soit plus efficace. Parce que la perception que nous avons du pays, c'est qu'il repose, son développement repose sur trois piliers. Le pilier politique, le pilier économique et le pilier social. Au Gabon, depuis l'avènement du multipartisme, les autorités ne renouvellent que le pilier politique par des élections politiques. Mais le pilier économique qui est dirigé par les organisations patronales, hein, et le pilier social dirigé par les organisations syndicales, ces deux piliers devaient être renouvelés grâce aux élections professionnelles. Depuis 90, le Gabon n'a jamais organisé les élections professionnelles. Le pilier économique est dominé par la FEG, la Fédération des Des entreprises entreprises du Gabon. du Gabon, qui s'est imposée comme interlocuteur. Donc il fallait, nous aussi, pour le pilier social, qu'il y ait une organisation syndicale Ils fassent qui le poids. s'impose Mhm. en l'attente des élections professionnelles, qui s'impose comme le principal interlocuteur, d'où la création de Dynamique Unitaire.
Et donc, c'est le Et constat. pourquoi Ah, excusez-moi, allez-y. Oui, c'est le constat. Oui, oui, non. C'est-à-dire, c'est ce constat qui a été fait et pour y remédier, donc il Mhm. fallait une organisation Qui qui fasse le puisse poids. s'imposer. Et donc, Mhm. nous avons créé Dynamique Unitaire avec évidemment certaines défections, certaines faiblesses. Mhm. Maintenant, à votre question, quelle a été la stratégie et comment nous avons tenu? Mais là, c'est pas pour me jeter des fleurs, c'est le sérieux d'une équipe, parce que je ne suis qu'à la tête d'une équipe, mais c'est toute une équipe qui est sérieuse. C'est l'intégrité d'une équipe, la défense enfin la promotion des valeurs de justice et le fait d'être un homme propre qui a fait en sorte que les gens, les travailleurs se reconnaissent dans Dynamique Unitaire comme Mhm. étant la seule structure capable de défendre Leurs intérêts. leurs intérêts. Donc, voilà. Ok. Y a-t-il eu un événement marquant, par exemple, qui a été à la source de votre engagement syndical? Non, mais je pense qu'il n'y a pas eu de moment déclencheur. C'est dans le cœur. Ok. J'allais dire c'est dans l'ADN. Parce que vous serez peut-être surpris, mon premier mouvement syndical, je suis en classe de troisième, si on peut appeler ça ainsi. Et ma première grève, je l'organise en troisième. Donc une grève nationale, on va dire. Donc vous comprenez que... Et Mhm. ensuite, lorsque je poursuis mes études, je suis dans les mouvements associatifs. Quand je suis en France, j'ai milité dans le syndicat étudiant en France, l'UNFID, dont j'ai été son donc, représentant au conseil scientifique Mhm. à l'université Paul Sabatier de Toulouse 3, où j'ai obtenu mon doctorat. Et donc, et vous savez, l'UNFID, comme les autres syndicats étudiants, ce sont des réservoirs hein, pour la préparation à l'action syndicale future. Mhm. Et donc, le mouvement associatif, depuis mon jeune âge, m'a conduit vers le syndicalisme étudiant. Et ce syndicalisme étudiant m'a conduit vers le syndicalisme des travailleurs dès que je suis rentré au Gabon, dès que j'ai été recruté enseignant-chercheur. Ok. Le syndicalisme, sous notre pique, est très souvent instrumentalisé par le pouvoir. Comment pouvez-vous expliquer cette emprise des autorités sur les mouvements syndicaux? Euh, vraiment, ce que vous dites est vrai parce que nous ne sommes pas comme les pays scandinaves. Nous ne sommes même pas comme l'Allemagne où 9 travailleurs sur 10 sont syndiqués. Au Gabon, on considère le syndicat ou le syndicaliste comme un opposant. Et donc, il y a une instrumentalisation des organisations syndicales. Et c'est Mhm. pas faux. La corruption, elle est de mise, quel que soit le secteur. Dans le privé, les délégués du personnel, pour la plupart, leurs employeurs tentent toujours de les corrompre pour ne pas défendre valablement les intérêts des travailleurs. Ça, c'est au privé, avec les délégués du personnel, avec les délégués syndicaux. Au public, c'est la même chose. Quand le pouvoir se rend compte qu'il y a un syndicat qui ne Maîtrise pas, enfin, qui ne contrôle fonctionne pas pas. selon Mm. leur... qui ne contrôle pas, ils créent des syndicats bis. Et donc, l'achat de conscience, oui, c'est vraiment monnaie courante. Tout simplement parce que moi, je dis souvent, celui qui a quelque chose à se reprocher, c'est celui qui a peur du gendarme. Peur du gendarme, c'est celui qui a quelque chose à se reprocher. Celui qui a peur du syndicalisme, c'est un pouvoir qui a des choses à se reprocher, qui ne fonctionne pas selon les règles. Mhm. Parce que les syndicalistes sont très attachés aux règles. Les syndicalistes sont très attachés à la loi. Et donc, quand vous fonctionnez en dehors de cette loi, en dehors de ces règles, on réagit. Ceux qui ne réagissent pas, c'est ceux qui sont corrompus. Mais si vous n'êtes pas corrompu, comme Dynamique Unitaire l'a toujours été, un syndicat non corrompu et ne le sera jamais, même si je ne suis plus à la tête de Dynamique Unitaire, ceux qui y sont, sincèrement, c'est des gens capables, qui ont de la valeur et qui vont continuer à défendre Dynamique Unitaire comme on l'a fait. Donc, Dynamique Unitaire a gardé toujours la tête haute. Voilà pourquoi Dynamique Unitaire a toujours été combattu. Et le pouvoir n'a jamais accepté la mise en place des élections professionnelles parce que faire des élections professionnelles, c'est faire tomber leur syndicat jaune. C'est le langage utilisé chez nous. Faire des élections professionnelles, c'est faire perdre la puissance et l'autorité qu'ils donnent à leur syndicat jaune voilà, c'est leur fait perdre cette puissance. Donc, c'est la raison pour laquelle ce système, depuis 90, n'a jamais voulu organiser les élections professionnelles. Et quand il y a des gens qui veulent m'assimiler à ce système, qui pensent que je peux être de connivence avec ce système,
que j'ai combattu depuis que je fais le syndicalisme jusqu'à ce jour. Omar Bongo ne m'a jamais corrompu. Ali Bongo ne m'a jamais corrompu. Et quand je pense qu'il y a certains qui imaginent que c'est le CTRI qui va me corrompre, sincèrement, je suis triste de l'attitude de ces compatriotes qui ne connaissent pas mon parcours, qui ne savent pas d'où je viens. Donc, oui, Dynamique Unitaire a souvent été combattue à cause de sa droiture. Dans ce contexte, comment peut-on faire pour faire émerger justement des profils qui soient les moins corrompus possibles et donc ça vous faisait même faire confiance à des gens qui pouvaient finir par vous trahir, d'avoir toujours à naviguer entre plusieurs eaux en faisant vraiment attention aux gens à qui on accordait notre conscience, il fallait être aux aguets. Le... Oui, j'aime toujours dire, dès que vous êtes 13, il y a un Judas parmi vous. Dès que vous êtes 13, il y a un Judas. Donc, les Judas, ça existera toujours. Et on ne fait pas ces actions en se faisant effrayer par les Judas. Non. Tu en tiens compte, tu sais qu'il y en a, il y en aura toujours, mais tu restes droit. J'ai fait la prison 2 fois. Mais c'est des collègues à moi, ce sont des camarades pour certains, qui ont jubilé avec la complicité du pouvoir pour fabriquer, parce qu'on peut toujours, le pouvoir peut toujours fabriquer, le pouvoir peut toujours faire des choses sur toi, mais il doit s'appuyer sur certaines personnes. Mais ce sont les collègues qui ont contribué et qui ont même jubilé, qui se sont retrouvés dans des bars, qui ont bu, qui se sont saoulés dès qu'ils ont appris que j'ai été arrêté. Mais c'est pas des attitudes qui vont m'empêcher d'avancer. Parce que le monde est fait de tout. Il y aura toujours des jaloux. Il y aura toujours des gens qui seront contre vous. Mais ce n'est pas ça qui doit vous empêcher d'évoluer. Ce n'est pas ça qui doit vous empêcher d'exécuter les plans que Dieu a mis en vous. Parce que nous sommes des créatures de Dieu et Dieu a mis en nous des talents qu'il veut qu'on les développe. Dieu m'a donné des talents et je les développe sans me soucier de qui est contre moi ou de qui est avec moi. Même si je suis seul, je l'ai toujours dit quand je fais des réunions, et même si c'est une seule personne qui vient m'écouter, je parlerai. Je connais des syndicalistes, malheureusement, qui ont été corrompus. J'ai discuté, on ne peut pas citer les contemporains. Je pose la question, je dis, est-ce que c'est vrai que tu as accepté l'argent? Il dit oui, j'ai accepté, président, mais parce que les Gabonais n'en valent pas la peine. On dit de faire des grèves parce qu'on veut améliorer nos conditions. Tu arrives dans les salles de classe, ils sont là en train d'enseigner. Tu arrives dans les bureaux, ils sont là en train de travailler. Alors moi aussi, je suis fatigué, président. Moi aussi, ils n'en valent pas la peine. Ils ne valent pas la peine qu'on meure pour eux. C'est certains leaders qui le disent. Et c'est pas faux, parce qu'on a vu, moi j'aime souvent prendre cet exemple, excusez-moi d'être un peu très prolixe, j'aime prendre cet exemple que le Gabon c'est comme un fleuve, où il y a des gens qui ont construit des digues, des familles, pour que leur famille soit à l'abri du besoin et de la peur. Mais ces digues-là empêchent le reste du peuple d'avoir l'eau. Donc en aval, on n'a plus d'eau. Mais quels sont ceux qui fortifient ces digues-là? Mais c'est nous-mêmes, nous qui manquons d'eau. Hein? C'est nous qui manquons d'eau et c'est nous qui fortifions encore même les digues de nos bourreaux. Moi, j'avais dit à ce camarade syndicaliste, c'est Dieu qui fait de nous des leaders. Le peuple, il est versatile. Et d'ailleurs, dans la Bible, c'est écrit, les mêmes qui t'applaudissent, ce sont les mêmes qui te jetteront les pierres. Moi, je ne conduis pas mon action syndicale, enfin, je n'ai pas conduit mon action syndicale sur la base des attitudes des uns et des autres. Et je même, conduis... Oui, et même quand ça vous a coûté, par exemple, une radiation de la fonction publique ou même plusieurs mois de prison, jamais vous n'avez douté, limite de vous dire, je me sacrifie, peut-être pour des gens qui ne reconnaîtront même pas le sacrifice que je suis en train de faire. Vous n'avez jamais eu ça à l'esprit? Non, ça je vous assure. Je n'ai pas besoin de la reconnaissance des hommes. J'ai besoin de la reconnaissance de mon Dieu, de celui qui m'a créé. Ce n'est pas la reconnaissance des hommes qui m'intéresse. Parce que tôt ou tard, ils seront reconnaissants. Tôt ou tard, même après que je sois parti, ils reconnaîtront que, ah oui, finalement, ce type c'était un homme de valeur. Ah oui, finalement. Parce que même mes bourreaux, moi je l'ai dit à certains nouveaux confrères, quand le procureur m'amène en prison, je lui dis un certain nombre de choses. Mais après, quand il me répond, moi je lui dis, la prison n'est pas faite pour les chiens. Ce sont les hommes qui vont en prison. Et moi je suis un homme. Mandela a fait 27 ans, il est sorti. Quel que soit le temps que vous allez me garder, je sortirai un jour. Mais le procureur répond, il dit, oui, monsieur Yama, je sais que vous êtes un homme de conviction. Les gens savent
Même mes bourreaux savent que je suis un homme de conviction. Ça me suffit. Et donc, moi, c'est la reconnaissance de Dieu. C'est pas la reconnaissance des hommes. Je vous ai dit, les hommes sont versatiles. Les mêmes qui vous applaudissent aujourd'hui sont les mêmes qui vont vous jeter les pierres. Donc, ne faisons pas les choses en fonction des hommes. Faisons les choses en fonction de ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Et c'est ça qui me conduit. Vous savez, je vais vous dire, quand j'ai eu 50 ans, parce que j'en ai 60 maintenant, quand j'ai eu 50 ans. Mais la plus première corruption a commencé réellement là, où les gens m'ont dit, bon, écoute, on sait ton action syndicale, tu as fait des grandes choses, pense maintenant à toi, pense maintenant à ta famille, personne ne l'oubliera, hein? Les autres l'ont fait, tu ne vas pas faire indéfiniment le syndicalisme, tu ne vas pas te battre indéfiniment pour défendre les autres, mais tu as une femme, tu as les enfants, mais pense aussi maintenant à ta famille. Ça, je vous le dis, à 50 ans. Et ils connaissaient même mon âge. Mais je n'ai pas succombé à cette tentation. Ça, c'est une façon de me dévier de ma trajectoire. Ma trajectoire, c'est Dieu qui la trace. Et je suis ce qu'il me dit. Même si le jour qu'il m'appellera, j'aurai le sentiment d'avoir pas accompli tout, mais je sais qu'il sera satisfait parce qu'il dira, il a marché selon mes voies. Je veux marcher selon les voies de la justice. Ça, je vous le dis. Quel que soit ce que les gens peuvent dire, quel que soit ce que les gens peuvent penser. Je sais qu'on en a souffert, des faux prophètes, des gens qui sont venus nous promettre beaucoup de choses, des gens qui sont venus nous promettre le bonheur et ils n'ont rien fait. Au contraire, ils ont consolidé leur digue, ils ont construit eux aussi leur digue pour encore affamer le peuple davantage. Mais moi, je ne construirai pas une digue pour affamer le peuple. Moi, je vais détruire toutes les digues qui ont été construites par la grâce de Dieu, je vais les détruire pour que l'écoulement de l'Oukoué, parce que je considère, hein, je prends l'exemple Le fleuve du nourricier. fleuve Oukoué, Mhm. voilà, pour que le fleuve Oukoué puisse avoir un écoulement permanent, pour que chaque Gabonais puisse boire l'eau jusqu'à sa fin. Oui, ça c'est mon travail. Que je réussisse ou que je ne réussisse pas, mais c'est mon objectif. J'ai en souvenir une interview que vous avez donnée à TV5 Monde en janvier 2019, où vous avez évoqué la vacance du pouvoir d'Ali Bongo. Elle est bloquée et elle est très incendiaire parce qu'il suffirait d'une étincelle pour mettre le feu aux poudres dans la mesure où elle est liée pratiquement à la situation politique. Je crois qu'on va y revenir par rapport à l'absence du chef de l'État. Parce qu'aujourd'hui, depuis le 24 octobre, Ali Bongo a disparu. Ça, il faut le dire clairement. Enfin, il était de retour au Gabon, il est reparti. Mais jusqu'à présent, on empêche le peuple de voir Ali Bongo. C'est une réalité. Vous considérez, comme d'autres, qu'il y a vacance du pouvoir au Gabon? Forcément, parce que vous savez, Dynamique Unitaire et la société civile, le 7 décembre, a saisi la présidente de la Cour constitutionnelle pour demander une audience et la mise en place d'une commission parlementaire opposition-majorité pour aller à Rabat, enfin du moins au Maroc, se rendre compte au peuple de la situation réelle d'Ali. Mais ça fait plus d'un mois et demi, la présidente du Sénat ne nous a pas répondu. Ça veut dire qu'on cache au peuple son président. Alors, qui a intérêt à maintenir, soi-disant, le président, on va dire, en vie? Ben, il n'y a que l'exécutif qui nous dit qu'Ali est vivant, qu'Ali se porte bien à travers les photos et les vidéos. Donc, pour l'instant, on n'y croit plus, sincèrement, et nous devons exiger purement et simplement la vacance de pouvoir parce que tous les éléments s'y prêtent. Revenons à la situation sociale. Est-ce que d'après vous, cette situation politique, c'est-à-dire la convalescence du chef de l'État, a un impact ou non sur la situation sociale gabonaise? C'est vous qui appelez ça convalescence. Là aussi, sur la base des communiqués de l'exécutif. Parce que je ne pense même pas qu'un journaliste indépendant, qu'il soit enfin un journaliste gabonais ou étranger, ait pu voir Ali Bongo depuis le 24 octobre. Donc on ne sait réellement pas où il est. Et aujourd'hui, si la Cour, si le Sénat ne nous permet pas de mettre en place cette commission, alors nous ne porterons plus de gants. Nous serons à même de dire qu'Ali Bongo est soit mort ou incapable de diriger et nous devons passer purement et simplement à la transition, enfin du moins appliquer l'article 13 de la Constitution, c'est-à-dire la vacance de pouvoir. Ne nous cachons plus, et je crois que c'est ce que nous allons exiger, c'est ce que la société civile va exiger, la vacance de pouvoir dans les jours qui viennent. Avez-vous réalisé à ce moment-là que vous étiez peut-être en train de franchir une ligne rouge
qui allait faire de vous l'une des bêtes noires des faucons du régime. Comment avez-vous vécu d'ailleurs cette période d'arrestation? S'en est suivi? Mais vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que à chacune, soit de mes tentatives d'arrestation ou d'arrestation, je savais, j'étais prévenu. Même quand il y a eu la descente à 5 heures du matin par les hommes cagoulés chez moi, en 2019, j'ai été informé. Lorsque je rentrais d'un voyage à l'extérieur, on m'a dit, en 2000, vous passerez 2023 en prison. Vous ne verrez pas l'élection présidentielle. Et on me proposait de fuir mon pays. Mais moi, j'ai dit aux gens que je ne fuirai jamais mon pays, quoi qu'il arrive. Parce que les gens ont peur de quoi? Les gens ont peur de la prison. La prison ne me fait pas peur. Les gens ont peur de quoi? Les gens ont peur de la mort. La mort ne me fait pas peur. Donc, pourquoi j'aurais peur alors? Pourquoi est-ce que je vais reculer? Pourquoi est-ce que je vais abandonner mon combat? Vous savez, je vais encore vous dire. Peur de laisser vos enfants, peut-être, derrière vous, non? Non, c'est vrai. J'ai fait une réunion avec mes enfants, vous savez, par rapport à mon nouveau combat. Il y a certains qui m'ont dit, papa, tu risques de repartir encore en prison. Tu risques de mourir. J'ai dit, mon père, Yama Joseph, je ne l'ai vu qu'à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans, il nous a quittés. Mais les valeurs qui m'ont été transmises ont fait de moi un homme. Et aujourd'hui, je suis pas le dernier des hommes. Je suis un homme. Vous aussi, vous allez vous en sortir. Laissez-moi faire ce que mon cœur me demande de faire. C'est vrai, vous avez besoin que votre père vous accompagne au mariage, qu'il vous tienne la main, qu'il fasse des choses avec vous. Mais laissez-moi faire ce que j'aime. C'est pourquoi je suis heureux. Donc, je sais, mais la chance aussi que j'ai, c'est que la plupart de mes enfants sont grands déjà aussi. Et ils volent de leurs propres ailes. J'ai une dernière fille qui a 8 ans, la fille de la défunte, dont elle est à l'extérieur. Dieu merci, elle n'est pas ici. Je n'ai pas de petits-enfants avec moi. Ce qui pourra leur manquer, c'est peut-être leur père. Si les bourreaux arrivent à me faire du mal, c'est vrai, ils seront tristes. C'est déjà une grâce que Dieu m'a fait tenir jusqu'à 60 ans aujourd'hui. C'est une grâce. Il y en a qui meurent puis avant cet âge-là. Si je partais demain, écoutez, je tomberais arme à la main. Donc, c'est vrai que les enfants, c'est une équation, mais aujourd'hui, je peux dire, je ne mets pas la vie de mes enfants en danger. Et c'est ce que je leur ai dit. Si je mettais vos vies en danger, oui, je pense que je ne l'accepterai pas parce que je serais alors un père irresponsable. Mais du moment où je ne mets pas vos vies en danger, c'est ma vie que je mets en danger. Mais ma vie aussi ne m'appartient pas parce que ça appartient à Dieu. Dès qu'on dort, on n'est pas sûr de se réveiller. C'est Dieu qui décide si on se réveille ou pas. Donc, à partir de là, le souffle que Dieu me donne, c'est pour faire les choses bien. C'est pour défendre les valeurs de justice. Donc, à chaque fois, tant que Dieu me donnera ce souffle, eh bien, c'est ce que je ferai. Mais au péril de ma vie, pas au péril de la vie de mes enfants parce que je sais que je ne mets pas en danger leur vie. Vous parliez justement de votre défunte épouse. Elle est décédée lorsque vous étiez enfermé à la prison centrale de Libreville. Vous n'avez pas été autorisé à assister à ses obsèques. Comment avez-vous traversé cette épreuve? Qu'est-ce qui vous a permis de tenir bon? Bon, je vais vous dire ce que je n'ai jamais dit en public, sauf en privé, si j'ai un peu de temps. Allez-y. Mais sachez que ce qui m'a fait traverser cette épreuve, c'est ce que Dieu a fait. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Son corps, on m'a empêché d'aller m'incliner. Son corps est arrivé en saison de pluie et devait être rapatrié à Koulamou. Le train était en panne depuis plusieurs mois. La seule possibilité, c'était la location d'un avion de l'armée de l'air. Sans salaire, la solidarité de la famille, des amis, a fait qu'on réunisse l'argent nécessaire pour la location de l'avion. Le corps devait sortir un jeudi, voyager vendredi pour Koulamoutou et l'inhumer samedi. Mercredi, donc un jour avant la sortie du corps, les parents viennent me voir en prison pour me dire que l'avion de l'armée de l'air est en panne. Ils nous ont retourné l'argent. Le train est en panne. Alors autorise que son corps puisse aller par voie terrestre malgré le mauvais état de la route. Si vous connaissez la route Libreville-Koulamoutou, je ne vous conseille pas de la faire. Et c'est en ce moment que j'ai dit, on n'a pas le choix. Je vous l'autorise, mais j'étais triste. Et vous savez, dès qu'ils sont sortis de la prison, le mercredi, ils ont l'information que le train reprend jeudi. Donc le corps a été embarqué par train le jeudi finalement. Et ce train a roulé et est arrivé à l'heure
à Koulamouta, enfin à la souris. Et quand le train revient, il tombe en panne. Le train tombe en panne et il n'a repris que pendant les élections en août. Ça veut dire quoi? Dieu a affrété un train pour aller l'enterrer. Et ça, c'est clair. Donc, c'est tout ça qui me donnait la force que Dieu est avec moi. Un train qui n'a fonctionné que pour faire un aller et un retour. Et après, il est retombé en panne plusieurs mois pour reprendre seulement pendant les élections présidentielles, les élections générales d'août 2023. Donc, voilà les éléments. Ce témoignage m'a donné de la force et m'a permis de comprendre que Dieu ne m'avait pas abandonné et qu'il était avec moi. Et si Dieu ne m'a jamais abandonné, moi, je ne l'abandonnerai aussi jamais. Voilà pourquoi je marcherai toujours selon ses valeurs. Une fois la disparition de votre épouse, ça vous a marqué dans votre chair. J'aimerais savoir ce que vous pouvez penser de la détention actuelle de la famille régnante, aussi bien de l'ancien président Ali Bongo que son épouse Sylvia Bongo et son fils Noureddin Bongo Valentin, détenus dans des conditions, d'après leur avocat, qui n'honorent pas la République gabonaise ni tout simplement l'humanité à laquelle nous appartenons. J'ai trouvé intéressant d'avoir votre point de vue sur cette question. Vous savez, bon, moi personnellement, mon éducation chrétienne m'interdit d'avoir de la haine envers qui que ce soit. Même mes bourreaux, je n'ai de la haine envers personne. Alors, je vous dis en toute sincérité, ce sont des êtres humains, ils agissent selon ce que Dieu a mis en eux, qu'ils agissent bien ou qu'ils agissent mal. Mais on doit bien se comporter avec tout le monde, selon les règles. C'est-à-dire, ils doivent être détenus dans de bonnes conditions. Ils doivent, s'ils sont accusés de telle ou telle chose, ils doivent faire l'objet d'un procès équitable. Je pense qu'il y a une disposition de la nouvelle Constitution qui dit qu'on ne doit plus garder quelqu'un au-delà des délais prévus pour la détention préventive. Et à ma connaissance, le maximum prévu par la loi dans le Code de procédure pénale, c'est 2 ans. On ne peut pas détenir quelqu'un au-delà de 2 ans sans que la personne ne passe en jugement. Je ne connais pas la procédure, je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ose espérer que d'ici 2 ans, ces personnes seront jugées et qu'elles méritent un procès équitable comme tout le monde. D'ailleurs, quand le régime tombe, le 30 août 2023, vous étiez encore au pénitencier de Libreville. Comment avez-vous vécu ces événements? Quand on vous a dit que vous seriez libéré à la suite donc du coup d'État, je suppose qu'une joie vous a animé. Comment avez-vous vécu les événements du 30 août 2023? Déjà, c'était un sentiment de joie que nos bourreaux puissent être partis. Mais en même temps, j'avais déjà une joie aussi au préalable, puisque j'avais déjà les résultats des élections législatives sur le 4e siège de Mulundu, où j'étais candidat depuis ma cellule, depuis la prison. J'avais été déclaré vainqueur. Mes amis détenaient le PV de centralisation des résultats par le président de la commission départementale. Même s'il nous a grignoté les voix, parce que selon les PV sortis des bureaux de vote, j'avais 64%. Maintenant, lorsqu'il a fait le PV de centralisation, le président de la commission départementale m'a attribué 54%. Par cette proclamation, parce que c'est ça, c'est la commission nationale proclame les élections présidentielles, mais les commissions départementales proclament les élections au niveau des... Voilà. Par cette proclamation, j'étais déjà sûr être libre parce qu'en tant que député... Vous auriez eu l'immunité parlementaire. Voilà, j'aurais eu l'immunité qui m'aurait fait sortir de la prison. Donc le coup d'État du 30 août, c'est une garantie supplémentaire, on va dire, de sortir de prison, puisque le président de la transition, le 4 septembre, fait la promesse de libérer les prisonniers politiques. Donc j'avais la certitude, puisqu'il ne pouvait pas en être autrement. Donc j'avais la certitude, effectivement, le 5 septembre, j'ai été libéré. Vous avez utilisé le vocable du coup de la libération, vous l'utilisez, je suppose, à dessein, mais quand on voit la Constitution qui est aujourd'hui taillée sur mesure, tous les reculs de liberté qu'on va peut-être connaître,
Ce vocable, du coup, de la libération n'est pas une fumisterie, à votre sens? Là, maintenant, oui, mais on s'est d'abord transporté le 30 août. Vous m'avez amené le 30 août. Mhm. Donc, Oui, oui. Non, même mais si nous sommes. moi, je pars du principe que les mots ont beaucoup de sens et avoir à Oui, les utiliser ou à les réutiliser peut donner des oui, indications qui ne sont peut-être pas les bonnes. C'est tout pour ça à que je fait. me suis permis de vous reprendre et d'avoir D'accord. votre sentiment sur ce vocable qui est utilisé et qui peut Non, peut-être donner c'est le vrai. sentiment qu'il y a un décalage. Oui, le 30 août, c'était la libération. Mhm. Aujourd'hui, le 1er mars, c'est une forfaiture. Finalement, le 30 août n'a été qu'une mise à jour, hein, comme on fait des mises à jour d'un système, en fait, qui est en défaillance, sur la base maintenant des faits. Ce sont les faits qui nous amènent à cette conclusion. Parce que nous avons cru que le 30 août, on s'était séparés de nos bourreaux, que ceux qui ont conduit le pays dans cette situation, ils ont été mis à l'écart. Mais plus tard, on réalise que pas du tout. Ils n'ont jamais été mis à l'écart. Regardez même les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Quelle est la chambre la plus importante, la plus L'Assemblée. déterminante? C'est l'Assemblée. Et qui va à l'Assemblée? C'est un PDGiste. Et qui va au Sénat? Une opposante. Donc, les postes les plus stratégiques ont été donnés aux PDGistes. Ça, c'est les faits, c'est pas moi qui l'invente. Les postes les plus stratégiques ont été donnés aux PDGistes. Donc, finalement, les gens qu'on pensait qu'on s'était débarrassé, non, non. Un mois après le coup d'État, il était difficile de trouver un Gabonais avec un t-shirt du PDG ou avec un t-shirt d'Ali. C'était plus possible, hein, dans les rues. Un mois après, hein, le coup d'État. Après, je comprends qu'il y a eu aussi beaucoup de montagnes russes parce que au 30 août, ça a été la joie. Le régime était tombé. Beaucoup qui n'avaient peut-être pas imaginé voir la chute du régime Bongo de leur vivant étaient vraiment aux anges. De voir que le responsable du coup d'État était un membre de la famille présidentielle, chef de la garde républicaine, ça ne vous a pas inquiété? Les Gabonais n'ont-ils pas été un peu candides de se dire, on donne sa chance un peu au produit, on va le juger sur les actes et pas sur sa filiation? Je me demande si le verre n'était pas dans le fruit depuis le départ, sauf qu'on ne souhaitait pas le voir. Oui, à l'épreuve des faits, oui, on peut le penser parce que, mais vous savez, moi je ne suis pas le genre à donner des clichés. Mhm. Moi, je ne suis pas contre la famille Bongo, par exemple. Moi, je suis contre les individus. Moi, j'ai rien contre la famille Bongo. Mais je suis contre les individus. Donc, c'est pas parce que quelqu'un a travaillé avec Omar Bongo que je vais déjà le soupçonner d'avoir une présomption de culpabilité parce qu'il a servi tel ou tel. Non, je ne me donne pas une présomption de culpabilité. Je me dis, comme on le dit, le maçon ou le juge au pied du mur. Et le président Oligui a été jugé au pied du mur. En tout cas, moi, Mhm. je l'ai jugé au pied du mur. Je ne l'ai pas jugé à cause de son appartenance de pédégiste. Je ne l'ai pas jugé à cause de son appartenance par rapport à la vie privée. Enfin, du moins, sa proximité avec les Bongos. Non. J'ai jugé à partir des faits et j'ai compris que la transition était purement et simplement une imposture. Et ça, je suis maintenant convaincu. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé avec les autres d'être candidat à cette élection pour que, le 12 avril, la transition s'arrête pour que la vraie liberté commence. Pendant l'ensemble des combats que vous avez pu avoir, que ce soit dans le syndicalisme ou même quand vous avez été emprisonné, la société civile a très souvent accompagné vos combats. Depuis le coup d'État, cette société civile semble s'être dissoute dans la transition, perdant son rôle de contre-pouvoir. Quelle analyse faites-vous de cette évolution, de cet état de fait? Oui, vraiment, vous avez raison de le dire et je le déplore. Voilà pourquoi chez un de vos confrères, j'avais dit la rigueur avec laquelle j'ai corrigé la copie d'Ali Bongo sera la même rigueur que je vais utiliser pour corriger la copie d'Oligui Nguema. Je suis un enseignant du supérieur, je ne fais pas de rigueurs différentes. Donc, je regrette que certains aient perdu cette rigueur. Mais en même temps aussi, je les comprends parce que ils font preuve de beaucoup d'indulgence, de trop d'indulgence, en se disant, entre deux mots, on va choisir le moindre mal. Et ça, c'était avant. J'espère que maintenant, que depuis hier, qu'ils savent que moi, je suis candidat
et qu'ils savent ma droiture, ma propreté, que je suis un homme propre et que nous voulons que le Gabon de demain soit propre, j'ose espérer maintenant qu'en ce moment, ils ne diront plus choisissons le moindre mal, ils choisiront celui qui est capable, je dis bien capable, de donner la dignité aux Gabonais, celui qui est capable de donner la véritable liberté, pas celle fictive que nous avons eue le 30 août. Et donc, j'ose espérer que mes compagnons de lutte de la société civile, des organisations syndicales, autres que Dynamique Unitaire, bien sûr, j'ose espérer que par ma candidature, ils se reconnaîtront pour qu'on change définitivement ce pays, pour qu'on le mette définitivement sur les rails, parce que je l'avais cru au 30 août, jusqu'à un passé récent, mais j'ai des doutes maintenant, et c'est la raison pour laquelle, lors de notre déclaration, on n'est peut-être pas encore arrivé sur le volet politique, mais lors de notre déclaration, c'est la raison pour laquelle nous appelons purement et simplement aux CTRI de ne présenter aucun candidat, de respecter leurs paroles. D'ailleurs, en parlant toujours des acteurs de la société civile, en préparant cet entretien, je suis tombé sur une cérémonie que le président Oligui Nguema a donnée à la présidence de la République. Vous étiez invité et juste avant, un de vos collègues, Monsieur Marcel Libama, a fait une espèce de révérence et j'ai eu le sentiment que vous étiez un peu interloqué par la scène. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette scène-là et je souhaitais savoir ce que vous aviez pensé à ce moment-là. Quelle inspiration avez-vous eu? Oh, vous savez, je connais Marcel. Il est blagueur, il aime provoquer. Et donc, au départ, c'est vrai, j'ai été surpris, mais après, bon, j'ai compris par ses explications que j'ai combattu cette constitution pour dire qu'on va faire d'un président un demi-dieu, un roi. Ben, c'est comme ça qu'on salue un demi-dieu et un roi. Donc, J'avais pas cette j'ai compréhension. Ok, ok, d'accord. voilà. Maintenant, c'est un peu plus Donc, clair. et voilà, donc c'est un peu ça, et donc on a rigolé, et puis voilà. Donc il Ok. n'y avait rien de grave. Le 27 janvier 2025, vous annoncez la création de votre parti politique, le Parti national pour le travail et le progrès. Pourquoi avez-vous décidé de franchir le pas et de faire dorénavant de la politique et surtout, quelle idéologie souhaitez-vous porter avec cette nouvelle formation politique? Vous faites bien de le dire parce que il faut expliquer la conception qu'on a du fonctionnement d'un pays. Je l'ai dit tantôt, le fonctionnement d'un pays, qu'un pays soit en équilibre, qu'un pays soit productif, il fonctionne selon 3 piliers. Le pilier économique, le pilier social et le pilier politique. Le pilier politique, il est le régulateur des 2 autres piliers, le pilier économique et le pilier social. Nous avons pensé, avec Dynamique Unitaire, qu'il était possible de faire bouger les lignes, tant au niveau du patronat du pilier politique ou économique, tant au niveau de l'exécutif, le patron du pilier politique. Nous pensions, parce que nous sommes aussi un pilier, nous pensions qu'on pouvait faire bouger les lignes. Mais je peux vous dire qu'après près de 30 ans d'activité, le patronat, au Gabon, en tout cas, le patronat et l'exécutif parlent le même langage et tirent à boulet rouge, je peux le dire, sur le pilier social représenté par les organisations syndicales. Nous sommes attaqués. Vous l'avez dit dans la première phase de vos questions. On prend le syndicat pour des opposants. On prend le syndicalisme pour on prend les syndicalistes pour les opposants. On les persécute, on les déstabilise, et ainsi de suite. Nous avons compris que par le pilier social, il est presque impossible, ou du moins difficile, de faire bouger les lignes. Et qu'il fallait alors qu'on aille sur le pilier politique. C'est ce pilier-là qui régule les 2 autres piliers, donc économique et social, comme je viens de le dire. Et que notre combat consisterait maintenant à occuper la tête, alors que le combat syndical consistait à occuper la tête du pilier social. Eh bien, on a changé de pilier.
Notre combat consiste maintenant à occuper la tête du pilier politique parce que nous voulons le bien-être des Gabonais. Je vous ai parlé des digues où chacun construit des digues sur le long de l'Ogooué pour priver ceux qui sont en aval d'eau et de bien-être. Et dès que quelqu'un s'élève, on le contente en lui disant allez, voilà une petite partie pour toi, construis aussi ta digue pour faire la rétention d'eau, pour mettre ta famille à l'abri de la peur et du besoin. Et Cette donc, image ça, est vraiment très hein? marquante, hein. Cette image est vraiment très marquante. Franchement, vous l'avez bien choisi. Vraiment, ça parle à l'esprit et on voit tout de suite de quoi il s'agit. Mais bien sûr, en fait, c'est ce que les gens font. À chaque fois que les gens se sont levés, on les a proposé un coin pour construire une digue pour sa famille, pour ses enfants, mais en privant davantage ceux qui sont en aval d'eau et de bien-être. Et le Gabon a toujours fonctionné comme ça. Et donc, notre rôle, c'est de détruire ces digues. Et nous sommes sincères, malgré tout ce que les gens vont raconter pour brouiller le message, hein, pour brouiller, pour créer la confusion, en pensant que tout le monde est pareil, puisque les autres ont fait ça. Et donc, mais non, tout le monde ne peut pas être pareil. Même s'il y a eu des faux prophètes, mais il y aura toujours un Élie ou un Samuel, ou en tout cas, il y aura un prophète qui viendra pour dire la vérité. Et donc, on le juge au pied du mur, on le juge par ses actes. Et je veux que les gens nous jugent par nos actes, pas par des intentions, pour dire, oh, ils vont faire tous pareil. Oh, lui aussi, dès qu'on lui montrera une place pour construire sa digue, euh, pour mettre sa famille à l'abri du besoin, lui aussi. Mais sinon, depuis Omar Bongo, j'aurais eu ma digue. Sinon, depuis Ali Bongo, j'aurais eu ma digue. Et vous pensez que c'est avec Oligui que je vais maintenant construire ma digue? Non, je suis sincère. Nous sommes sincères. Nous voulons apporter le véritable changement au Gabon. Avec notre parti, ce changement arrivera et j'en suis sûr et certain. Peut-on dire que vous vous êtes inspiré, par exemple, de l'ancien président polonais Lech Walesa ou le président actuel du Brésil, qui ont tous été syndicalistes, qui ont fait leur mue politique, avec pour kérosène toujours ce bien commun, cette volonté d'avoir terminé peut-être le combat qui a été un combat de toute une vie, en essayant de pouvoir défendre dorénavant, à défaut des travailleurs, l'entièreté du peuple. Est-ce que on pourrait le voir ainsi, vous? Oui, d'une certaine manière. Parce qu'en général, lorsque le syndicalisme fait la politique, ça traduit aussi une forme de défaillance des politiciens. Parce que si on avait des politiciens solides, capables de défendre les intérêts du peuple, et lorsqu'on défend les intérêts du peuple, on défend forcément aussi les intérêts des travailleurs. Alors le travailleur ferait son rôle tout simplement au niveau du pilier social. Parce qu'on est satisfait du travail que fait le politique qui est à la tête du pilier politique. Mais lorsqu'un syndicaliste change de pilier pour aller maintenant sur le pilier politique, ça traduit la défaillance tout simplement des politiques. Et je crois que c'est ce qui a conduit Lech Walesa à s'intéresser à la politique. C'est ce qui a conduit Lula à s'intéresser à la politique. Parce que le syndicaliste, en fait, c'est celui qui veut le bien-être de l'autre avant son propre intérêt. Ceux qui font le syndicalisme, c'est ça l'école du syndicalisme. C'est d'abord le sacrifice de soi pour le bien-être. Ils ne sont pas nombreux à faire du syndicalisme. Donc c'est une école qui nous prépare. C'est ce que les gens oublient. 30 ans de syndicalisme, je vous assure que c'est 30 ans de préparation. C'est 30 ans d'affermissement de conviction. Et donc, c'est la raison pour laquelle quand un syndicaliste va en politique, il va avec la sincérité qu'il a depuis qu'il est syndicaliste. La sincérité avec laquelle j'ai conduit le SNEC, où il n'y a jamais eu de bicéphalisme, ou si vous demandez à un enseignant du supérieur quel est le syndicat capable de défendre ses intérêts, il vous dira c'est le SNEC. La même ferveur, la même intégrité avec laquelle
j'ai travaillé pour défendre les intérêts des travailleurs. Dans le cadre de dynamique unitaire, sera la même que dans le cadre du PNTP. Et si vous demandez à un travailleur quelle est la formation syndicale plus proche de lui, capable de défendre ses intérêts, on vous dira c'est dynamique unitaire. Donc je ne changerai pas. Le même que j'ai été pour le SNEC, le même que j'ai été pour dynamique unitaire, c'est ce que je serai également pour le PNTP. Pourquoi vous voulez que je change? Ceux qui pensent que je vais changer, c'est pas possible. Le syndicalisme, c'est une école de préparation, je dirais, à la vie politique en fin de compte, lorsqu'il y a la défaillance des politiciens. Et c'est ça notre rôle, et c'est ce qui nous a motivés. Et voilà pourquoi, de la même façon, on a réussi dans le cadre syndical, mais on va réussir dans le cadre politique. Je n'ai aucun doute là-dessus, malgré tout ce que les gens racontent. C'est normal, hein? Aujourd'hui, nous sommes considérés maintenant comme un parti ou un candidat à attaquer. Ne soyez pas surpris. Enfin, moi, ce qui me rend triste par rapport à l'image des digues, c'est que ceux qui consolident encore ces digues-là, c'est nous les pauvres. Enfin, les gens qui sont privés d'eau. Ce sont eux. Enfin, eux, ils nous utilisent pour brûler le message. C'est nous qui souffrons le plus, mais c'est nous qui participons à faire porter le message qui leur permet de consolider leur digue. C'est ce qui est triste. Parce que quand je vois des gens douter de ma loyauté vis-à-vis des travailleurs hier, douter de ma loyauté vis-à-vis des Gabonais aujourd'hui et demain, sincèrement, je suis triste. Parce que, surtout pour des lanceurs d'opinion, pour des gens qui ont milité, qui ont travaillé pour tirer la sonnette d'alarme. Et aujourd'hui, nous avons, entre guillemets, un très bon candidat, entre guillemets, mais je vois encore des attaques, des gens qui se sont toujours battus pour un meilleur Gabon. Je dis, mais finalement, le meilleur là viendra d'où? Si nous, Dynamique Unitaire, hier, vous nous avez applaudi, pourquoi maintenant, Yama, politicien, vous me tirez dessus? Sur quelle base? Bon, bref. Mais en tout cas, le syndicalisme nous prépare à tout, hein, y compris à l'action politique. Le 28 février 2025, vous avez annoncé votre candidature à l'élection présidentielle. Dans les explications que vous avez données, vous avez parlé d'union des forces de la lumière qui doivent s'affronter face aux forces des ténèbres. Qui seront ces forces que vous souhaiteriez rallier à vous? Non, c'est tout le monde en réalité. Parce que, vous savez, Dieu met en nous deux sources. Une source des ténèbres et une source des lumières. C'est ce que Dieu met et il nous appartient par le libre arbitre de choisir quelle est la source que nous voulons développer en nous. Est-ce que nous voulons développer la source de lumière pour être un homme de lumière ou est-ce que nous voulons développer la source des ténèbres pour être un homme des ténèbres? C'est nous-mêmes qui faisons ce choix. Parce que Dieu nous a rendus, Dieu nous a créés libres. Donc, autour du président Oligui, parce que contrairement à ce que j'ai dit, je n'ai pas traité le président Oligui d'homme des ténèbres. Hein, parce qu'il y a certains qui commencent à dire non. Autour du président, il y a des hommes de lumière, comme il y a des hommes de ténèbres. Vous n'avez pas peur que pour moi, le PDG. Vous n'avez pas peur que cette expression fasse un peu franc-maçon? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, déjà, je ne suis pas. Il y a des codes ésotériques qui sont très marqués. Mais les codes ésotériques, c'est pas forcément fait pour les francs-maçons. Moi, je vais vous dire, on me reproche de trop parler aussi. Moi, je ne suis pas franc-maçon. Mais moi, je peux enseigner les francs-maçons. Parce que Dieu a dit, son peuple sera la tête et non la queue. Donc, j'ai des connaissances ésotériques, j'ai des connaissances. Et le peuple de Dieu n'est pas un peuple comment dire, d'ignorants ou de je ne sais pas quoi. Non. Donc, c'est pas des signes de franc-maçonnerie ou autre. Non, quand je parle de lumière, quand je parle de ténèbres, c'est une réalité. Pour moi, les ténèbres sont déjà incarnées par le PDG. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ce sont eux qui nous ont plongés dans les ténèbres. Donc, les valeurs que ce parti-là défend
sont les valeurs des ténèbres. Ça, il faut le reconnaître. Mais on a Ils ne comme nous ont pas... l'impression, Monsieur Yama, que vous leur faites aussi un peu un procès. Ils auraient pu eux aussi avoir à faire leur mue et à changer. Ils ont Mais justement, mais c'est la raison pour laquelle je pars du principe qu'ils sont hommes des ténèbres, mais ils ne vont pas rester éternellement ténèbres. Voilà pourquoi nous sommes prêts à les accueillir. Ceux qui ont été hommes des ténèbres et qui veulent devenir hommes de lumière, mais on va les accueillir. Donc ça voudrait dire Tous, que voilà pourquoi je disais. si demain Oui, vous accédez au Palais de la Rénovation et que vous avez des pédégistes de bonne volonté qui veulent vous entourer, vous ne direz pas non, un peu comme donc le général Oliguet aujourd'hui. ah non, mais je ne dirais pas non. Moi, Donc le si problème est j'accède où? à la magistrature suprême, je vais réunir les hommes de lumière, quelles que soient leurs origines. Attention, quelles que soient d'où ils viennent. Mais je vais réunir les hommes de lumière. Mais est-ce que ceux qui sont autour du président ne sont que des hommes de lumière? Parce que le premier cercle, le premier cercle d'Ali Bongo, n'est pas aussi autour du président Oligui. C'était le premier cercle d'Ali. Donc le premier cercle d'Ali, les hommes de lumière, de mon point de vue, pédégistes, sont peut-être dans les cercles un peu éloignés. Hein? Mais si vous prenez le premier siècle, c'est-à-dire le comité permanent, le comité des sages ou tout autre, mais ça c'était le bureau politique permanent ou je sais pas, bon, je connais pas leurs organigrammes. Hein? Le comité permanent, par exemple, c'est pas le premier siècle d'Ali, mais si vous prenez les gens de ce premier siècle, c'est qu'il y a un problème. Si c'est les pédégistes du 3e, 4e, 5e cercle, je peux comprendre. Ils n'ont pas l'influence du noyau central. Et parce que le noyau central, on va dire, c'est Ali, c'est son épouse, enfin bref. Mais le premier cercle a l'influence du noyau central. Si vous partez prendre au 5e, parce qu'il y a des pédégistes aussi qui étaient mis à l'écart. Il y a des pédégistes aussi qui n'avaient pas droit au chapitre. En fait, on en Il y a des vient, pédégistes qui sont on, des hommes de valeur. on en Moi, vient je à n'ai ce... pas dit que tous les pédégistes sont mais je parle du PDG. Mais Mais tous les pédégistes ne sont pas... on en vient à se euh, dire justement et à comprendre que ça dépend de la manière dont on a à diriger ces ressources humaines-là. Si on met par exemple une ligne rouge et qu'on fait comprendre que les errements du passé ne sont pas autorisés aujourd'hui, mais je travaille avec vous pour votre technicité et peut-être pour votre expérience, mais attention, exact. il y a des bêtises qu'il ne faudra pas reproduire. C'est aussi une approche qui est totalement différente. Et moi, j'ai un peu de mal avec le manichéisme où on part du principe que tout le PDG ou tous les responsables politiques précédents sont des gens à mettre de côté. Non, c'est des gens qui peuvent Non, aussi se bonifier, qui peuvent changer et qui peuvent être totalement patriotes et peut-être même qu'ils le sont. je suis d'accord avec vous. Mais quand vous venez enlever quelqu'un, rien que pour des questions aussi morales, quand vous venez destituer quelqu'un parce qu'il a mal travaillé, ce n'est pas une personne, c'est une équipe. Mhm. La moindre chose, c'est d'abord d'enlever cette équipe-là. Ce n'est pas de ternir l'image du PDG, mais c'est d'enlever d'abord ceux qui étaient aux commandes, ceux qui ont mal agi. Mais quand vous les prenez et que vous travaillez avec eux un mois ou 2 semaines ou une semaine après le coup d'État, là, il y a un problème. Donc, c'est à travers cette personne qu'on identifie le PDG. Mais c'est vrai, c'est peut-être un abus de langage, vous avez raison, mais c'est à travers cette personne qu'on identifie le PDG, qu'on dit, au dialogue, on a dit quoi? Au dialogue, on n'a pas dit de les envoyer en prison. On a dit qu'on les mette à l'écart un peu pendant au moins 3 ans, ceux qui étaient aux commandes. Et après, on verra. Donc, les PDG sont les Gabonais comme tous les autres. Ils peuvent changer. Si on accède à la magistrature suprême, on travaillera avec tout le monde. Mais ce sont nos valeurs, c'est-à-dire les gens qui défendront nos valeurs. Les valeurs de justice, les valeurs d'intégrité, les valeurs d'amour. Parce que corruption, ce sera zéro. Je vous ai parlé des digues. Toutes les digues seront détruites et le Goué sera en écoulement permanent. Les mécaniciens de fluide comprendront. Donc, et chacun pourra y puiser de l'eau selon ses besoins. Donc,
mais on travaillera avec tout le monde. Soyez rassurés, il n'y aura pas de chasse aux sorcières. D'ailleurs, nous prévoyons le fameux comité, la commission justice, vérité, réconciliation, réparation. Mais cette commission, oui, on la fera. Chacun dira ce qu'il a fait, pas pour aller en prison, une forme de mea culpa pour dire oui, j'ai fait ça, je vous demande pardon, pour passer l'éponge, je vous demande pardon et on repart. Et on repart sur de nouvelles bases. Et ce sera pour tout le monde, y compris les PDG. Tout le monde passera à cette commission vérité, réconciliation. Maintenant, celui qui ne veut pas dire ce qu'il a fait, celui qui ne voudra pas dire, ben, si les dossiers de justice vont ressortir un élément et que tu as caché, bon, ben là, tu as affaire à une justice, mais une justice qui sera indépendante. Pas une justice qui sera aux ordres. Jamais. Il faut redonner de la dignité à nos magistrats. Chaque année, c'est des grèves. Et à chaque grève, on demande l'indépendance de la justice. Là, ils auront réellement l'indépendance. Notre justice. Parce que, je terminerai par là. Vous savez, je vous parlais de 3 piliers. Mais à l'intérieur du pilier politique, là-bas aussi, il y a 3 piliers pour garantir son bon fonctionnement. C'est le pilier législatif, le pilier exécutif et le pilier judiciaire. Ce sont ces 3 piliers qui garantissent le bon fonctionnement du pilier politique. Je ne sais pas si vous voyez l'image. Donc, il faut l'indépendance au sens strict. Les gens qui sont contre l'indépendance des uns des autres, c'est parce qu'ils ont des choses à faire et ils ont peur que la justice vienne verrouiller, ils ont peur que les parlementaires viennent... mais si tout le monde fait des bonnes choses, qu'est-ce qui va pousser le parlementaire à chercher à destituer le président? Si tout le monde fait des choses normales, qu'est-ce qui va pousser le judiciaire à vouloir déstabiliser le président? Enfin, l'exécutif. Il n'y a pas de raison. Souvenez-vous, je disais, il n'y a que celui qui a des choses à se reprocher qui a peur du gendarme. Mais quand le gendarme est en infraction, vous n'avez rien à vous reprocher, vous passez tout droit, vous n'avez pas peur du gendarme. Donc, ce sont les présidents qui ont des choses à se reprocher, qui veulent concentrer tous ces pouvoirs parce qu'ils ont peur que le judiciaire vienne les destituer, parce qu'ils ont peur que le législatif vienne les destituer. Mais nous, on n'aura pas peur, parce qu'on fera les choses normalement. On n'aura pas peur du judiciaire qui sera indépendant, on n'aura pas peur du législatif qui seront indépendants, et chacun aura la possibilité de destituer l'autre. Le législatif aura la possibilité de destituer le président, le judiciaire aura la possibilité de destituer le président, comme le président aura aussi la possibilité de destituer le législatif ou de destituer le judiciaire. Donc, chacun aura l'arme atomique. À vous entendre, vous allez faire donc une réforme de la Constitution si jamais vous devenez président et donc refaire à nouveau cet exercice de tout remettre à plat et peut-être vous tailler vous aussi une Constitution sur mesure. Non, je vous assure. Je vous ai dit, le syndicaliste revient d'une école qui est différente de toutes les autres écoles. C'est l'école où le jeu est derrière et les autres sont devant. Je ne taillerai jamais une constitution à ma mesure. C'est impossible. Ce sera une constitution à la mesure des Gabonais et du plus grand nombre. Regardez la différence entre le dialogue. C'est vrai, vous avez me dit, même si vous avez participé au dialogue, certes, parce que la politique de la chaise vide aussi n'est pas bonne. Mais regardez le dialogue. En 91, enfin 90, oui. Mais ce qui s'est passé, c'est les gens qui venaient s'inscrire, qui voulaient parler. Mais le dialogue, quelle est la différence entre les deux dialogues? Mais là, c'est le CTRI qui a désigné par un décret qui participe. Donc, il y a eu un choix au préalable. Or, celui de 90-91, non, on invitait les Gabonais à venir. Ceux qui avaient des choses à dire, ils venaient. Même les partis politiques. On dit envoyer 4 noms, on va en choisir un nom. Donc, c'est un dialogue taillé sur mesure. Donc, moi, je ne ferai pas de dialogue
sur mesure et je ne ferai pas de constitution taillée sur mesure. On fera en sorte que ce sont les Gabonais qui participent et c'est les Gabonais. Et vous savez, il y a un slogan à la CONACYCED, hein, qui est il y a un slogan à la CONACYCED qui est un organe affilié à Dynamique qui dit tout le pouvoir à la base. Ce sera notre slogan. Tout le pouvoir à la base. Ça veut dire que ce n'est pas nous les dirigeants qui imposons, mais c'est la base qui impose. Et en comparaison, ce sera tout le pouvoir au peuple. C'est le peuple à travers ses organes. Parce que les députés seront correctement élus, parce qu'il n'y aura plus l'affaire d'argent. Les sénateurs seront correctement élus. Les représentants du peuple seront correctement élus, choisis par eux-mêmes, en toute liberté, sans argent. Et ensuite, ils parleront au nom du peuple. Et donc, on dira tout le pouvoir au peuple. Et ce sera ça notre leitmotiv. Quand on sait combien coûte une campagne présidentielle en République gabonaise, comment vous êtes-vous organisé pour justement ne pas faire que de la figuration à cette élection et d'avoir vraiment les moyens de pouvoir battre campagne? Ah oui, très bonne question. L'argent, c'est le nerf de tout. Sans argent, on n'y peut rien. Et je le dis à certains, s'il fallait attendre qu'on ait de l'argent pour faire ce qu'on fait, eh bien, on ne le ferait pas. Parce qu'on n'a pas d'argent. Mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas d'argent qu'on ne doit rien faire? Je dis non. Nous avons un proverbe chez nous qui dit un paralysé, un paralytique ne peut pas dire demain, je me rends à tel endroit. On lui dira, est-ce que tu as trouvé celui qui va te porter? Donc, ce sont des problèmes de sagesse. Tu ne peux pas dire que demain, je vais aller à tel, est-ce que tu as trouvé quelqu'un qui va t'y amener, puisque tu ne peux pas te déplacer. Et c'est vrai, votre question a tout son sens. Pour faire une élection, regardez, on a mis le plafond de campagne électorale à 10 milliards pour les présidentielles. C'est dans la loi. Campagne, c'est-à-dire, qui peut trouver 10 milliards? Mais il n'y a que ceux qui ont fait des digues, qui ont des réserves de quantité d'eau inépuisables, qui peuvent avoir 10 milliards. Mais nous qui sommes en aval, où il n'y a pas assez d'eau, on ne pourra jamais. Mais si nous qui n'avons pas assez d'eau, là, si nous apportons chacun un verre d'eau, ça peut remplir un fût. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons, dès ce soir ou demain, lancer une souscription. On va faire une levée de fonds auprès des Gabonais pour dire donnez ce que vous pouvez, pour nous donner la force. Parce que nous, on a la conviction. Nos convictions ne sont plus à démontrer. Ça, vraiment, celui qui doute, même le procureur de la République a reconnu, oui, monsieur Yaman, vous êtes un homme de conviction. Maintenant, si vous, qui êtes à la diaspora, vous qui êtes les lanceurs d'alerte, vous qui êtes les leaders d'opinion, si vous ne reconnaissez pas nos convictions, que nous sommes des hommes de conviction, c'est qu'il y a un problème chez vous, excusez-moi. Mais nous sommes des hommes de conviction, mais la conviction ne fait pas avancer. La conviction ne te fait pas partir d'un point A à un point B. Il faut les moyens pour... Donc, nous allons lancer très rapidement une campagne de levée de fonds où nous allons dire aux Gabonais, nous, on a la conviction, on est prêt à nous battre, on est prêt à avancer, mais aidez-nous à avancer. Que celui qui a quelque chose, même si c'est 100 francs CFA, même si c'est 200, c'est l'image que je prends du verre d'eau. Même si on nous a privés de tout, même si on n'a pas les moyens. Parce qu'ils disent, c'est ce qui se dit dans les salons feutrés. Ouf, ceux-là, ils n'ont pas d'argent, ils vont aller jusqu'où? Il y en a qui disent, ouf, s'ils avaient de l'argent, oui, on aurait eu peur d'eux. Mais ils n'ont pas l'argent, ils peuvent aller nulle part. Mais on peut avoir de l'argent, j'y crois. Si chacun de nous apporte un verre d'eau, c'est possible. Et d'autant plus que c'est comme ça qu'on fait de la politique aujourd'hui de façon moderne, d'avoir à juste compter sur ses ressources personnelles ou ceux des gens qui nous entourent. Quand vous voyez ce qui se place, par exemple, au Cameroun à côté, Maurice Kamto, justement, depuis 2 ou 3 élections, finance ses campagnes présidentielles comme cela, et il serait peut-être aussi intéressant que chez nous, finalement, enfin, on change totalement de paradigme et qu'on se dise que c'est de l'affaire de tous. Si vous croyez en un leader, donnez-lui les moyens de pouvoir réellement avoir ses chances et porter votre idéal. C'est totalement dans l'air du temps. Quels sont les principaux axes sur lesquels, si jamais vous arrivez au palais présidentiel, sur lesquels vous allez vouloir travailler? J'ai cru comprendre la justice, l'éducation forcément, et peut-être avoir à remettre un peu d'ordre dans les finances du pays. Et d'ailleurs, autour de vous, avez-vous un pool qui soit formé pour cela?
et qui soit en capacité de pouvoir gérer la dette du pays et donner les moyens à pouvoir faire les investissements nécessaires. Vers quels axes comptez-vous aller et comment est-ce que vous êtes organisé pour cela? Nous ne pensons pas que en nous, c'est-à-dire autour de nous, autour de moi, si vous voulez, en tant que candidat, j'ai toutes les compétences. C'est faux. Je ne le pense même pas. Nous n'avons pas la science infuse. C'est la raison pour laquelle, si nous sommes au palais présidentiel au lendemain du 12 avril, nous allons compter sur les compétences des Gabonais, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc, vous ferez des Que vous appels à m'ayez candidature? soutenu. Mais bien sûr, il y aura beaucoup d'appels à candidature. Que vous m'ayez soutenu, que vous ne m'ayez pas soutenu, on ne fera aucune différence. Il y a un cahier de charges et vous devez avoir le profil qui correspond à ce cahier de charges. Il y a une ligne directrice, vous devez avoir le profil qui correspond et vous devez agir conformément aux valeurs de justice et d'intégrité. Donc, ce n'est pas le pool de campagne aujourd'hui, ce n'est pas l'équipe de campagne, comme on dit, qui sera récompensée demain parce qu'il faudra prendre tel ou tel poste. Non, on aura besoin des meilleurs. Et pour avoir été bien formé, je dis bien, pour avoir été bien formé, pour avoir été dans le syndicat où nous avons défendu les causes des travailleurs, je ne me permettrai pas de promouvoir la médiocrité. Là, vraiment, ce sera la fin de la médiocrité, comme on le voit. Moi, j'ai vu les derniers de la classe, les derniers de la promotion, ce sont eux qui trouvent le travail. Et le premier ne trouve pas de travail. Il est au chômage. Ça se voit au Gabon. Après, Et il est là pour... Et ils sont là pour narguer les autres. Non, mais je vais y revenir. Enfin, allez-y d'abord. Après, M. Yama, Excusez-moi. personne justement ne doute justement de votre besoin d'équité et de justice. Mais quand on se lance dans une démarche comme celle-là, et quand on sait les besoins qu'il va y avoir sur des piliers aussi importants, vous avez normalement déjà identifié des profils ou des gens que vous solliciteriez peut-être pour vous venir vous aider à mener à bien votre tâche. Et donc, un ministre de l'économie et des finances qui a un profil technique ou des dispositions qui pour vous sont importantes, normalement vous devez déjà avoir quelques noms et au-delà de ça, déjà commencer à travailler sur demain on devient président, on a les responsabilités demain à 9h, à 9h01, qu'est-ce qu'on fait? Bon, mais écoutez, je ne veux pas vous dévoiler tout quand même. Non, bien sûr. Même si c'est votre rôle de chercher à savoir tout, mais bon, les profils, on les a. N'oubliez pas d'où je viens. Mhm. Je suis enseignant du supérieur. Donc, j'ai formé des gens. J'ai fait le suivi des gens. Je sais qui est qui a fait ou qui fait quoi. Donc, ne vous inquiétez pas sur ces questions. Je ne viens pas d'un milieu, non. Je viens d'un milieu où chaque jour je rencontre des gens qui disent « Monsieur, vous m'avez formé, même si je n'ai pas le visage de tout le monde. » Donc, les profils, on les a. Et les hommes aussi, on les aura. On ne les créera pas, on ne les cherchera pas. Hein? Au lendemain de notre victoire pour dire ah tiens, où est-ce qu'il est, qui on met là? Non, 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 non. Quand on arrive à ce niveau, ça ce n'est plus la division 3, c'est la Champions League. Donc quand on arrive à ce niveau-là, nous sommes préparés. Donc soyez rassurés. Maintenant, quant au secteur clé, c'est d'abord l'emploi. Très sincèrement, l'emploi. Je vous assure, il n'y a pas de raison qu'avec à peine 2 millions d'habitants, parce que le dernier recensement, je crois que c'est 2013. En réalité, on n'a même pas la population exacte. Mais si on suppose 2 millions, 2,5 millions habitants, est-ce que vous trouvez normal, avec toutes les richesses qu'on ait un chômage aussi important de notre jeunesse? Non, c'est voulu, c'est entretenu. Et donc, le chômage, c'est d'abord le premier élément. Les gens disent la fonction publique, elle est pléthorique. Mais elle est pléthorique par rapport à quoi? Faites des investigations. Parce que je ne veux pas vous donner les chiffres déjà. Mais faites des investigations par rapport à la population. Par exemple, en France, quel est le pourcentage de fonctionnaires? Par rapport à la population, prenez 2 ou 3 pays africains. Quel est le pourcentage de fonctionnaires? Et quel est le pourcentage
de fonctionnaires au Gabon par rapport à sa population. Vous verrez que nous sommes en déficit. Donc, au lieu de recruter un quart de militaires, enfin des forces de sécurité et de défense au niveau de la fonction publique, on a un réservoir, par exemple, c'est la fonction publique territoriale, qui est prévue dans la loi 1/2005. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on a un réservoir au niveau des fonctions publiques. La masse salariale, elle approche 800 milliards. Mais ça paye quoi exactement? On a, en tant que syndicaliste, on a demandé l'audit de la masse salariale. On ne nous a jamais permis cela. Parce qu'en réalité, les salaires des fonctionnaires, ça ne fait même pas la moitié de la masse salariale. Nous, si nous sommes au pouvoir, on supprimera les fonds politiques qui crèvent la masse salariale. Les fonds politiques seront payés par les partis politiques. L'État ne paye pas les fonds politiques. L'État ne fait pas la politique. L'État est là pour diriger un pays, pas pour faire la politique. C'est les partis politiques qui doivent faire la politique. Donc les fonds politiques n'existeraient plus. Mais en tout cas, il y aura un certain nombre de mesures qui feront que on va booster l'emploi et que les secteurs... Le ratio n'est pas à faire au niveau de la population, mais au niveau de nos ressources. Vous prenez l'exemple, par exemple, d'avoir à flécher les ressources au maximum aux bons endroits. Je suis totalement d'accord. Vous savez, c'est comme dans les syndicats. Il est dit, normalement, la loi dit, l'État, l'exécutif ne discute qu'avec les organisations les plus représentatives. Donc, ce sont les élections qui doivent définir la représentativité. Et cette même représentativité sera aussi faite au niveau des partis politiques. Ce n'est pas parce qu'il y a 104 partis qu'on va discuter avec 104 partis, non. Il y aura des critères de représentativité. La loi n'interdit à personne de créer son parti politique. Il y aura des règles, des critères, certes, mais en plus de ces critères, il y aura ce qu'on appelle les critères de représentativité. Et ce sont ces critères qui feront que l'État discutera avec les partis politiques les plus représentatifs. Ce qui fait qu'il y aura la course. Si tous les 5 ans, on doit faire des élections pour définir la représentativité des partis, mais le parti politique qui n'est pas représentatif à ce mandat va se battre pour être représentatif du mandat. Donc, le jeu politique, le jeu démocratique va vivre. Donc, quand je parle de fonds politiques, oui, il faut créer la nuance. Ce n'est pas la subvention aux partis politiques. Non, non, non. Il faut, de la même façon que les organisations syndicales les plus représentatives disposent des fonds, il y a des fonds pour soutenir les organisations syndicales, mais le parallélisme sera le même. Parce que je vous ai parlé des piliers. Donc, ce qui est vrai au pilier politique, enfin, ce qui est vrai au pilier social, doit être aussi vrai au pilier politique et doit être aussi vrai au pilier économique. Donc, chaque pilier doit être aidé. Voilà pourquoi l'État, l'exécutif est le régulateur. Chaque pilier est aidé par l'État pour, son autonomie et pour sa contribution au bon fonctionnement, à l'équilibre du système. Avant-dernière question. Faisons un peu de politique fiction. Imaginons que vous ne soyez pas qualifié au second tour de l'élection présidentielle et que, même s'ils ne sont pas encore déclarés candidats, ce soit le président de la transition et l'ancien Premier ministre d'Ali Bongo, Alain-Claude Bié-Binzé, qui soient qualifiés. Que feriez-vous? Appelleriez-vous vos électeurs à voter pour l'un ou pour l'autre, ou vous abstiendrez-vous? Ou pour le moment, la question n'est pas encore tranchée, vous ne saurez pas y répondre? Non, voilà. Vous avez compris, parce que ce n'est plus une affaire de Jean-Rémy Yama, c'est une affaire d'un parti. Et donc, les décisions, ce n'est pas Jean-Rémy Yama qui va les prendre. Mais c'est la raison pour laquelle j'appelle à l'union des candidats de la lumière. C'est-à-dire même ceux qui n'étaient dans l'obscurité, s'ils déclarent qu'ils sont aujourd'hui candidats de la lumière, qu'ils ne sont plus dans l'obscurité, eh bien, on va croire à leur serment. C'est comme quelqu'un qui va à l'église et qui était païen et qui se convertit. Pourquoi est-ce qu'on va douter de sa conversion? Il n'y a pas de raison de douter de sa conversion pour un païen qui devient chrétien. Pourquoi on va douter de la conversion
de celui qui était dans les ténèbres ou qui était considéré comme quelqu'un des ténèbres et qui veut maintenant aller dans la lumière. Voilà pourquoi nous appelons à l'union des forces de lumière pour que notre candidat ait la chance d'aller au deuxième tour, mais surtout la chance de gagner même dès le premier tour. Parce que qu'on ne se retrouve pas dans des situations comme en France, hein, où les candidats des forces démocratiques, quand ils se retrouvent avec les candidats des forces, on va dire, je ne veux pas citer de nom, mais les candidats des forces extrémistes, eh bien, le choix se porte, bon, finalement, vers les candidats des forces démocratiques. Macron en a bénéficié, je crois même 2 fois. Donc, je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans cette situation où le Gabonais sera amené à choisir entre 2 mots et essayer de trouver le moindre mal. Non, il faudrait que nous, forces de lumière, nous soyons au pire des cas au deuxième tour, sinon on gagne dès le premier tour si nous sommes unis. Si jamais cette candidature est un galop d'essai, que comptez-vous faire pour la stratégie d'après? Allez-vous faire en sorte que les législatives, les élections locales, vous allez y mettre le maximum de candidats, ou pour le moment, vous êtes d'abord à réfléchir pour la présidentielle, le coup d'après, vous n'y êtes pas? Non, lorsque nous étions dans le syndicalisme, on ne faisait pas ça. On y va, on recule, on y va. Non, non, non. Moi, je suis en politique, nous sommes en politique, et chaque élection politique sera prise vraiment avec la plus grande attention nécessaire. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de sous-élection ou de non. Aujourd'hui, ce sont les présidentielles. Nous avons présenté un candidat. Demain, quand il y aura les législatives, on présentera le maximum de candidats en fonction de nos moyens. Et lorsque on aura des élections locales, on présentera le maximum. Et chaque jour, chaque année, chaque décennie, on fera la même chose tant que Dieu nous donnera la force. Notre parti a l'intention, a l'ambition de s'imposer démocratiquement, bien entendu, comme étant le premier parti du Gabon. C'est ça notre ambition. Le parti, de la même façon que le SNEC s'est imposé comme le premier syndicat de l'enseignement supérieur, de la même façon que Dynamique Unitaire s'est, a été considéré comme, s'est imposé comme la première confédération syndicale des travailleurs, eh bien, l'ambition du PNTP, ce sera également de s'imposer comme la première force politique du Gabon. Et c'est notre ambition parce que les Gabonais se reconnaîtront dans les valeurs défendues par notre formation politique. Monsieur Jean-Rémy Yama, je vous remercie infiniment pour le temps que vous nous avez consacré. Je vous laisse le mot de la fin, je vous laisse donner votre vision du Gabon et de ses enjeux que vont connaître le pays. La parole est à vous. Oui, merci, chers compatriotes. Merci déjà pour le travail que vous faites, de la possibilité que vous nous donnez de nous exprimer et d'être entendus par des Gabonais, parce que les chaînes pour lesquelles, les médias pour lesquels nous payons tous les impôts, que je paye les impôts au même titre que les autres Gabonais, ne nous offrent pas cette possibilité. Donc vraiment, merci pour ce que vous faites. Je vous encourage à continuer. Et si demain, nous sommes à la présidence, et je crois qu'il y aura des réformes, mais dans notre projet de société, on reviendra, il y aura des réformes justement en matière de communication, pour que la communication ne soit plus une affaire, une chasse gardée pour certains et d'autres qui sont presque interdits. Alors, vraiment, en cette période où le 12 avril, nous serons appelés, tous les Gabonais, à choisir notre président, qui sera le président de tous les Gabonais, je voudrais tout simplement, vraiment, appeler les Gabonais au discernement. Ce discernement est nécessaire pour que le 12 avril, nous choisissons notre voie. Nous ferons du Gabon de demain ce que nous, on voudra. Ce n'est pas d'autres personnes qui viendront le faire à notre place. Ce sont nos choix. Parce que Dieu nous a créés libres
de choisir entre le bien et le mal, mais en nous disant, voilà les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Le 12 avril, nous serons amenés à choisir. Parce que nous avons cru, moi j'ai cru, nous avons cru que le 30 août, nous avons été libérés. Mais à l'épreuve des faits, nous n'avons pas été libérés. Et notre libération, si on veut être libre, si on veut briser les digues qui nous empêchent d'avoir le strict minimum vital dont on a besoin, alors mobilisons-nous pour que le 12 avril, nous choisissions la voie de la justice, la voie de la propriété. Voilà pourquoi, tout au long de cette période qui nous sépare de cette élection, je dis tout simplement aux Gabonais d'être lucides et d'agir selon vos cœurs. Certains auront peur. La peur, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. N'ayez pas honte d'avoir peur. Mais exprimez-vous tout simplement parce que Dieu nous donne la possibilité de faire certaines choses. Faisons ce que notre cœur nous commande. C'est tout. Et je ne changerai pas. Que vous soyez avec moi ou contre moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse, comme je l'ai dit. Moi, c'est ma relation avec mon Créateur, c'est ma relation avec Dieu que j'entretiens. C'est ce qui passe avant. Mais je sais que Dieu nous a créés, pas pour qu'on soit malheureux, mais plutôt pour qu'on soit heureux, qu'on vive bien. C'est notre égoïsme qui nous amène vers ces travers. C'est notre convoitise, notre haine. Nous voulons effacer tout cela. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons tout simplement à adhérer au PNTP. Parce que je ne veux pas dire le mot de campagne, qu'on ne m'accuse pas d'être déjà en campagne, mais je vous invite, pour l'implantation de notre parti, je vous invite à adhérer au Parti national pour le travail et le progrès. C'est notre porte de sortie pour des lendemains meilleurs. Je vous remercie. Monsieur Yama, une excellente soirée à vous. C'était votre Merci. BSW. Bye.